On est en Russie en 1921 et en pleine guerre civile, un message mystérieux est reçu par la radio. Et ce message, tout porte à croire qu'il vient de Mars. C'est la prémisse de Aelita, Reine de Mars, un film soviétique de 1924 de Yakov Protazanov. Et c'est le film de la vidéo d'aujourd'hui. Aelita, Queen of Mars, c'est un classique de la science-fiction. Je suis en train de regarder tous les films de science-fiction du début du cinéma en 1990 et je trouve pour chacun de ces films-là au moins une qualité. Généralement, je me pose aussi une couple de questions là, sur qu'est-ce qui pique ma curiosité, mais le gros du truc, c'est ça. Je regarde tous les films puis je dis de science-fiction, puis je dis pourquoi c'est bon. Des fois, ça prend un effort, mais ici, ça a été très facile parce que c'est bon à Chris, Aelita. Mais qu'est-ce que c'est? Ben c'est ça, c'est un film muet, film soviétique. Ça raconte deux histoires en fait. La partie science-fiction est plus ou moins un détail du film. Le cœur de l'histoire, c'est que bon, il y a un inventeur et il y a sa femme et leur couple. Au début, ça va assez bien, mais très vite, ça se met à battre de l'aile. Et cet inventeur-là travaille sur un vaisseau spatial destiné à aller sur Mars. Et on est en période de guerre civile, en 1921, donc. Et puis, ben, je n'ai pas vérifié, là, mais ils sont en guerre, clairement. Puis la révolution est finie, là, puis la guerre aussi. Là. Je ne suis pas certain que c'est quand ils se battent. Je pense que j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo, mais je pense que c'est quand ils se battent contre les anarchistes, en fait. Après la prise du pouvoir, là. Ben, après la révolution. Okay, c'est pas les bolcheviks qui ont fait la révolution, hein, c'est comme le peuple s'est soulevé plus ou moins, puis là, les bolcheviks, le parti bolchevique, le parti communiste, la gang lénine, a décidé que finalement, non, c'est eux autres qui allaient prendre le pouvoir. Bon. Puis au début de la révolution, il y avait des différents groupes, il y avait des anarchistes qui étaient très nombreux, puis ben, ils ont perdu. Okay? C'est la gang Lénine qui a gagné. Puis je crois que ce qu'on voit dans le film, encore une fois, j'aurais dû vérifier, mais je crois que ce qu'on voit dans le film, c'est ce conflit-là, en fait. Puis les gens n'ont rien à manger, il y a des tickets de rationnement, etc. Mais aussi, on est en période... on n'est pas longtemps après la Révolution. Puis c'est ça, c'est beaucoup ça, en fait, qu'on voit. On voit le problème de l'inventeur avec sa blonde, là, son épouse, mais on voit aussi cette société, là, donc je pense à Moscou, en tout cas la société russe, tout de suite après la Révolution, en période de guerre civile, puis comment les gens ont l'air de se comporter ensemble. Et éventuellement, le gars, l'inventeur, devient jaloux de sa femme, puis il bute, et puis il se sauve, puis c'est tout une genre d'histoire comme ça. Ça fait très roman russe. Et puis, ben, où la science-fiction là-dedans? Ben, c'est parce qu'en même temps, notre inventeur, il rêve, il y a des rêves où il voit la reine de la planète Mars et la société martienne et c'est ça. Donc, il y a une intrigue là-dessus où est-ce que la reine, c'est ça, elle règne, mais elle gouverne pas. En fait, il y a des hauts fonctionnaires, en tout cas, quelque chose comme ça. Là. C'est pas elle qui mène. Là. Elle est sur le trône, mais c'est une figure symbolique, puis elle ne fait pas ce qu'elle veut du tout, puis c'est ça. Fait qu'il y a le méchant, essentiellement, qui contrôle la planète Mars, avec, bon... Puis elle, en plus, elle a un télescope, un des inventeurs, un télescope qui permet de voir la planète Terre, puis... Elle voit que elle observe l'inventeur avec sa femme au début quand ça va bien, puis ils s'embrassent. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est cet étrange comportement des peuples de la Terre? Ils touchent leurs lèvres. Ils ont l'air d'aimer ça. Russie 1924. Hein? Puis ça lui parle bien gros, ça, ce mystérieux comportement de toucher les lèvres. Ça l'intrigue bien gros. Aelita, Reine de Mars.
Ben finalement, notre inventeur, il se ramasse, il bâtit sa fusée, puis il y a un détective amateur, mais en tout cas un détective qui le retrouve, fait qu'il fuit, il se ramasse sur Mars. Avec un de ses copains, peu importe, ils se ramassent là, puis ils vont participer à la révolution martienne, mais finalement, la reine Aelita, revirement spectaculaire, elle fait une révolution, mais uniquement pour contrôler la population, puis en fait, elle ordonne aux soldats de tirer sur le peuple dès qu'elle peut, puis bon, effectivement, peu importe, vous le regarderez, mais c'est ça. Ça pour dire que ce n'était qu'un rêve. Hein. Je vous vends encore une fois... Je vous vends encore un punch. Tout ça, ce n'est qu'un rêve dans sa tête. À la fin, le gars, il brûle ses plans de sa fusée, puis plus jamais je ne rêverai à ces histoires saugrenues. J'ai les 2 pieds sur terre, dit notre inventeur, et je vais travailler pour le bien de la révolution. C'est la société nouvelle basée sur le matérialisme historique. T'sais. Bon, fait que c'est à peu près ça. Mais pourquoi c'est bon? C'est bon parce que visuellement, c'est malade mental. OK. C'est ça la réputation du film, c'est vrai. OK. Bon, toutes les séquences sur Terre, c'est très beau et bien tourné, mais c'est un film. C'est beau comme un film muet, là, c'est beau comme un Fritz Lang. Mais les bouts sur Mars, ça, c'est ce qui a rendu le film célèbre. Les décors puis les costumes utilisent un style... j'oublie le titre, là, le nom de ce style-là, mais c'est une affaire qu'on a vu juste à cette époque-là. C'est un peu comme un truc futuriste, un type de futurisme qui est très associé à ces années-là en Russie, puis qui a disparu. C'est visuellement épatant, puis les décors sont épatants. Il y a beaucoup de figurants en plus, fait que c'est impressionnant, un peu comme les films de Cecil B. DeMille. Là. Quand tu vois une planète dans un décor absolument... un décor très impressionnant avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de figurants qui courent partout, ben, c'est impressionnant. Donc, c'est ça. Mais c'est la beauté du truc. C'est l'extravagance visuelle du truc. Puis il m'est arrivé très souvent de m'exclamer plus ou moins à haute voix en regardant le film, les séquences sur Mars, c'est donc bien beau, là. Beaucoup des images, on les voit. Si vous avez déjà vu des images extraites du film, là, ben, il n'y en a pas tant que ça, en fait, des séquences sur Mars dans le film. Ça fait que... puis il y en a qui sont un petit peu difficiles à sortir du film puis que ça rentre bien là, quand tu l'écoutes dans le film, peu importe, je dépends des détails. Le fait est que vous avez probablement vu un certain nombre des images, des plans là, saisissants du film, mais il y en a quand même pas mal, toute proportion gardée. Donc ça, c'est écœurant. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis c'est la première raison pourquoi c'est réellement bon. Puis à cause du message révolutionnaire, puis à cause de l'aspect très, très, très haut en couleur, même si c'est en noir et blanc, ben, ça m'a beaucoup fait penser à Metropolis, en fait. Puis honnêtement, les 2 films sont très, très, très comparables. Aelita, c'est 2 ans avant, 1 ou 2 ans avant Metropolis. Hein. Ça, c'est 1924. Metropolis, je crois de mémoire que c'est 1926. Là. Ça vient avant, en tout cas. Puis, on retrouve un certain nombre des mêmes thèmes. Là. Il y a, la population exploitée. Sur Mars, on voit ça. Puis, bref... Mais ici, dans Metropolis, idéologiquement, Metropolis, ça a été écrit par la femme de Fritz Lang, qui est Thea von Harbou. Puis Frau von Harbou était nazie, hein, nazie pour vrai, apparemment. Là. Fait que... puis quand tu regardes Metropolis, tu vois un petit peu ça dans le film. Parce que, bon, l'idée dans Metropolis, évidemment, juste pour faire un tout petit détour, là, ben dans Metropolis, t'as le patronat, t'as les classes privilégiées, puis t'as les travailleurs qui sont exploités. Et tout le principe, c'est que la population va se révolter, mais elle se révolte parce qu'elle est manipulée
Puis la morale du film, c'est que oui, ça prend des boss, puis ça prend des employés, puis le truc, c'est juste que ça prend un médiateur. Hein? C'est ça la morale. La morale de Fritz Lang de Metropolis, il faut un médiateur entre le patronat et les classes exploitées, puis après ça, c'est juste ça qu'il faut. Bon, mais ici, le message d'Aelita, c'est non, il faut une révolution. C'est un message légèrement différent. Et puis, quand ils arrivent sur Mars, ils font la révolution, finalement. Puis là, on tombe dans le pur délire, mais je dis pas en termes péjoratifs, mais visuellement, là, quand ils font la révolution, là, c'est du pur Eisenstein. Je veux dire, c'est de la grosse propagande pour vrai, mais c'est impressionnant parce que, tu sais, t'as un gars, un forgeron, là, tu sais, puis là, oh, il fait un marteau, puis là, oh, il fait une faucille, puis là, oh, il assemble les deux ensemble, ça fait un marteau puis une faucille, puis c'est filmé en super, encadré comme, c'est impressionnant, là, puis ouais, il y a bien des passes de même. Tu sais, c'est quoi, la date de la révolution soviétique, là, apparaît là, en lettres de feu, là, carrément. Je pense que c'est 25 novembre 1917. Jusqu'à 25. Carrément en lettres de feu. Les lettres brûlent. OK? Fait que ça joue pas dans le subtil, rendu là, tu sais. Mais bon, tout ça pour dire que, tu sais, vous me direz, non sans raison, que ça a l'air d'être un peu lourd, cette partie-là. C'est lourd, mais c'est bien fait, paradoxalement. Puis ce qui est pas lourd du tout, puis ce que j'ai trouvé qui était super intéressant, puis qui est pas le côté science-fiction, quoique ça, c'est cool, ben c'est ce portrait de l'Union soviétique après la Révolution, en période de guerre civile. Bon, le film date de 24, donc se passe en 1921, donc 3 ans plus tôt, mais il y a là-dedans des conversations franches. La prémisse, c'est que les gens ont de la misère à manger puis ont de la misère à se trouver une place où rester. Fait qu'ils sont pas en train de dire non, c'est le paradis du travailleur puis tout va bien maintenant. Du tout. C'est comme non, la vie est dure, c'est pas facile. Bon, puis il y a des réactionnaires, on les voit, ils sont en quelque part, ils sont pas méchants, c'est ça l'affaire. Ils sont moralement pas du bon bord, mais ils sont quand même présentés comme faisant partie de la communauté. Là. Ils font partie, ils trahissent la gang, mais ils font partie de la gang. Ils sont là, puis ils parlent avec les gens, puis « Ah oui, je m'ennuie de l'époque où je pouvais porter mon tuxedo. » Puis là, après ça, ils font des parties où ils se cachent pour porter leur tuxedo, là, carrément. Donc, mais ils sont là, tu sais. Ils sont pas présentés comme étant des méchants. Ils se cachent pas pour faire des complots, ils se cachent pour boire du champagne. Fait que c'est ça. Puis le ton du film, bon, même s'il y a l'affaire de jalousie puis tout ça, puis bon, c'est moins mon truc, mais le ton du film est très J'avais entendu dire que ce film-là avait un goût de liberté, puis j'ai trouvé ça. Même si la fin est hyper lourde au côté propagande, quand ils font la promotion de la Révolution. Mais le ton général, c'est les gens qu'on voit à l'écran, puis les situations qu'on voit à l'écran, ça a l'air plutôt vrai et sincère. C'est drôle, hein? Fait que j'ai eu l'impression de voir du monde pas pogné, puis du monde qui était plutôt content d'être là. Puis j'ai eu l'impression de voir du monde qui partageait leurs vrais problèmes. L'affaire de faim, puis tout ça. Puis, ouais, la ligne du parti, c'est la révolution, c'est bien, mais... puis tout le monde est content de travailler pour la révolution, mais
En 1924, c'est probablement pas si extravagant que ça de croire que c'était plutôt vrai. Là, ben du monde, tu sais, dans ces années-là, ça vient d'arriver. Je pense que le monde était plutôt content là, de ce que... Tu sais, puis... donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après ça pour que ce climat-là disparaisse? Ben ça, c'est une question intéressante. Lénine meurt, puis là, Staline prend le pouvoir, puis il y a les purges, puis tout ça. Mais, tu sais, nous, on vit en Occident. L'Occident, c'était l'ennemi de l'Union soviétique. J'allais dire l'ennemi idéologique, mais c'est pas vrai, je pense. L'idéologie, ça a toujours été le prétexte dans cette histoire-là. L'idéologie, c'est ce qui est utilisé pour maintenir le boss sur le trône. Hein? C'est ça l'idée. Puis c'est l'histoire qui est racontée pour maintenir une gang au pouvoir. Fait que le problème, c'est pas l'idéologie, c'est la gang qui est au pouvoir. OK? Si on est complètement honnête puis complètement franc, là. OK? Quand l'État capitaliste, quand le président américain dit « Ah oui, les Russes, c'est l'empire du mal », ben, tu sais, je pense que, voilà, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, oui, là, c'était... Ben donc, c'est pas que c'est pas un empire maléfique, c'est qu'il n'était pas plus que les Américains. Ah, scandale. OK. C'est ça. C'est pas le comportement. C'est le fait que c'est une autre gang que toi qui le fait. OK. Puis là, tu sais, là, je vais peut-être choquer des gens, là, mais je veux pas faire de polémique dans ces vidéos-là. Carrément, j'ai pour le projet de pas en faire du tout. Mais j'essaie d'être sincère en même temps aussi. Puis c'est difficile de marcher cette ligne-là. Puis j'essaie d'être honnête. J'essaie vraiment d'être intellectuellement honnête. Puis encore une fois, là, comme je dis souvent, j'ai pas le dernier mot sur toutes ces questions-là. Mais allez voir là, qu'est-ce que les Américains ont fait pendant 100 ans, puis qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, je m'excuse, là, les puissances anglo-saxonnes, les maîtres du monde, là, actuellement, là. On n'est pas supposé le dire, mais c'est pareil. On a l'indignation bien élastique, c'est ce que moi je trouve. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que tu pour dire que qu'est-ce qui s'est passé? T'sais, nous, ce qu'on entend ici, c'est que, OK, ouais, c'est parce que c'est pas des raisons idéologiques que les Soviétiques ont viré mal, ont viré méchant, que c'est devenu un empire maléfique. C'est parce qu'ils croyaient au communisme que c'est viré méchant. Puis, Jordan Peterson, son argument là-dessus, si j'ai bien compris, là, je ne vais pas mal le citer, mais en gros, c'est à peu près ça, il croyait à l'entraide, forcément, ça virait à la catastrophe parce que l'être humain est maléfique. Bon, c'est une explication possible. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. C'est une explication qui est, avant de souscrire à une explication comme ça, il faut se demander à quel point est-ce que, justement, elle repose sur des a priori. Puis quelle est la nature de ces a priori-là. C'est une toute autre question, mais c'est ça, ça semble... Bon. C'est ça. Je vais arrêter là-dessus parce que j'en ai déjà parlé beaucoup plus que ce dont j'avais l'intention, mais moi, j'avais lu William Reich dans La fonction de l'orgasme pour finir de brûler complètement ma crédibilité. Mais La fonction de l'orgasme de William Reich, c'est dans les peut-être 5 meilleurs livres que j'ai lus de ma vie. Puis c'est de ça qu'il parle. C'est énormément de ça qu'il parle, en fait, là-dedans. Puis William Reich, c'est ça, tout son principe, c'est... que, en fait, ce qui motive le totalitarisme, c'est énormément la répression sexuelle.
En gros, c'est ça. Mais allez le voir par vous-même, parce que c'est plus subtil que ça. C'est la répression des énergies sexuelles, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est ça, la psychologie de masse du fascisme, c'est beaucoup de ça dont il parle. T'sais, comment est-ce que tu en viens à pouvoir convaincre les gens que le fascisme est une bonne idée? Puis, qu'est-ce que c'est le fascisme aussi? Bon, fait que ça pour dire que ça, c'est des questions importantes. C'est toutes des questions qu'on prend pour acquis. Le fascisme, c'est pas à la base des camps de concentration, des affaires comme ça. Ça, c'est grave pour les gens qui le subissent, là, toutes ces affaires-là, tu sais. Le racisme ou n'importe quoi, mais est-ce que c'est la base du fascisme ou c'est des symptômes du truc, mais c'est pas le cœur du truc? La question est un peu là. Fait que pour Reich, lui, il dit non, c'est plutôt c'est pas la base du truc. La base du truc, c'est que les gens sont embarqués dans une affaire de psychologie de masse, là, justement. Puis, bon, lui, son hypothèse, c'est que ce qui rend ça physiologiquement possible, en vérité, c'est une question de répression des énergies sexuelles. Encore une fois, je vous invite à aller le voir. C'est une lecture sulfureuse. Il est fini dans un asile psychiatrique, hein, où il a été mis par les autorités américaines, d'ailleurs. Donc, jugez par vous-même, mais j'étais parti là-dessus parce que moi, ça m'a piqué, très très de fou si vous voulez, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant que Aelita Reine de Mars, c'est la sexualité humaine, en vérité, là, qui la titille, en quelque part. De sa planète, sur Mars, là, avec son télescope. Là. Ouais, elle voit des couples s'embrasser, mais soyons des doigts qu'on parle. Là, fait que... Puis... il y a eu beaucoup de discussions en Union soviétique, dans les premières années de la Révolution, donc dans ces années-là, les textes d'Alexandra Kollontai, par exemple, que je n'ai pas lu, je vous l'avoue, là, mais qui ont l'air hyper intéressants, où est-ce qu'elle parle de questions, je pense, de genre, puis d'affaires comme ça, puis, puis où est-ce qu'elle lit des questions qu'on pourrait appeler de féminisme à la question révolutionnaire ou au climat révolutionnaire. Puis la thèse de Wilhelm Reich, qui est plutôt étayée, si je me fie au... Il n'est pas certain qu'il y a des références dans son bouquin, il n'a pas sorti ça de son chapeau, là. Ben, ce que lui dit, c'est... ça a duré juste 10 ou 15 ans, cette affaire-là, puis ça s'est accompagné d'une sorte de libération du climat sexuel, quelque chose comme ça, du niveau de répression sexuelle. Puis, la grosse réaction stalinienne s'est mise en place avec les purges puis tout ça, en même temps qu'un refus par la population de deux choses, de ces énergies sexuelles-là, puis aussi de son propre pouvoir politique, en fait. OK. Puis je vais finir là-dessus, mais l'idée est qu'au début de la Révolution soviétique, apparemment, quand le Parti communiste là, a mis en place les usines, etc., bon, écoute, c'était une dictature, etc., il y a eu des expropriations, tout ce que vous voulez, mais il y a eu, étonnamment, une volonté de donner un pouvoir au travail, un pouvoir réel, là, aux travailleurs. Pas un pouvoir de propagande, un pouvoir réel. Où est-ce que les travailleurs dans les usines ont des comités où ils sont réellement invités à participer réellement à la gestion réelle de la production, où ils ont réellement donné le contrôle des moyens de production aux travailleurs, la définition même du truc. Puis ça a duré 10-15 ans, puis essentiellement, la ligne de Reich, c'est ça, c'est qu'ultimement, le peuple a demandé d'être dominé.
Ça, c'est pas des histoires qu'on aime entendre, parce que c'est pas l'histoire que nous autres, on se raconte en Occident. OK. Mais c'est ça, c'est pas l'histoire qu'on se raconte. Fait que ouais, c'est ça. Donc clairement, là, on fait juste effleurer le truc. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est pour dire que ces sujets-là, notre lecture en général, tout ce qui est communiste ou tout ça, est entièrement idéologique. Tous les concepts, puis les idées, tout ce qu'on a appris, puis ce qu'on se répète à la journée longue sur tous ces régimes-là, est, à toute fin pratique, est idéologique. Là. Okay. Puis les concepts qu'on a pour étudier ces questions-là, c'est des concepts qui ont été mis en place. C'est des idées qu'on a parce qu'on se les a fait répéter toute notre vie. Pendant des générations, même 75 ans, dès les années 30-40, là, OK? On les a répétés souvent, ça fait que c'est des concepts qui sont dans notre culture, puis c'est des concepts qu'on répète pour expliquer ces questions-là, pour comprendre ces questions-là. Mais ces concepts-là qu'on utilise là, pour réfléchir à ces questions-là, c'est des outils qui n'ont jamais été autre chose que des moyens de contrôle de notre... C'est des outils idéologiques. Donc, c'est très difficile de se retrouver, mais ça vaut la peine de faire l'effort, à mon avis. C'est beaucoup ça que j'essaie de faire. Ça, puis regarder tous les films de science-fiction. Parce que quand j'avais 10 ans, je trouvais que c'est pour faire plaisir aux petits gars de 10 ans. Fait que, suggestion... ma suggestion pour aujourd'hui, c'est Metropolis. Quasiment pas le choix de comparer les deux. C'est pas les premiers longs métrages, les premiers vrais longs métrages de science-fiction. À ma connaissance, le premier, c'est Himmelskibet, que je vais sûrement écouter dans pas très longtemps parce que je l'ai pas encore vu, puis c'est le premier, il date de 1916-1918, un film danois, là. Mais bon, Metropolis, en général, quand on pense film de science-fiction en noir et blanc, muet, là, c'est Voyage dans la Lune, puis ça. Puis Voyage dans la Lune, c'est pas vrai, c'est un autre genre de cinéma. La question se pose à savoir, est-ce que c'est réellement du cinéma Méliès? Puis moi, je suis tenté de dire que pas tant que ça. C'est super bon, là, mais c'est pas vraiment du cinéma. C'est utiliser la même technologie pour faire autre chose. C'est une question. Mais certainement, Metropolis, ça en est. Là. On est dans la première époque de l'âge d'or du langage cinématographique. C'est Fritz Lang, en bonne partie, qui l'invente avec les autres, Murnau, justement, en Allemagne. Hein. Puis c'est ça, Metropolis, on est chanceux parce que pendant des décennies, de longues décennies, on avait du film que des copies charcutées dont on avait une fraction du film. Hein, 50-60% du film. Il manquait des grands bouts. Puis on a cru, même moi je me rappelle avoir lu que des gens qui disaient, on soupçonne que, mettons, il manquait 20 minutes, mais on pense qu'il n'a jamais vraiment existé. On pense que c'est une légende urbaine que cette partie-là existait. Puis ça a été retrouvé. Il y a peut-être une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ça se trouve en Blu-ray, ça se trouve sur YouTube, hein, la version longue, la version complète de Metropolis. Puis je pense qu'il y a peut-être 1 minute ou 2 du film qu'on n'a pas, là. On n'a pas retrouvé. Mais ou que les matériaux étaient trop endommagés. On peut pas tu peux pas le mettre dans ton film parce que bon. Mais à toute fin pratique, on a le film complet, la version de 3 heures. On est chanceux, là. On est vraiment chanceux d'avoir ça. Puis ça, Metropolis, c'est visuellement hallucinant. Bon, c'est ça. Puis j'ai évoqué un peu les thèmes tantôt, donc c'est ça. C'est une autre lecture c'est une autre manière de réfléchir, si on emploie le terme généreusement, là, de réfléchir sur les questions de troubles sociaux. Mais la réflexion du film est insignifiante. Même quand je regardais ça à 10 ans, je trouvais ça insignifiant, pour être honnête. Mais le propos, l'argument du film
est pas terrible. Mais visuellement, ça se garochait par terre, Metropolis. Puis encore une fois, on est extrêmement chanceux de l'avoir. C'est un film, c'est ça, c'est un chef-d'œuvre du cinéma de science-fiction, c'est pas pour rien. Fait que c'est ça. Ça se compare. C'est ça. C'est un bon film à regarder là, dans votre programme double, cinéma muet révolutionnaire. Vous savez, votre soirée cinéma révolutionnaire de science-fiction des années 20, là. Fait que voilà. Donc, c'est tout pour Aelita. Pourquoi c'est bon Aelita? Parce que c'est le Métropolis soviétique.